Merci, professeur Ahman, pour vos remarques et commentaires pertinents, et notamment par rapport aux questions. Je commencerai tout d'abord par les remarques concernant les références bibliographiques. Je pense que les références bibliographiques de ce manuscrit, de 1905 jusqu'à 2019, on est dans l'obligation de citer quand même certains auteurs, pour lesquels on attribue quand même le revers du médaillon. On ne peut pas faire une thèse de neurochirurgie sans citer Harvey Cushing, qui est le père de la neurochirurgie. Dans l'anatomie, l'ensemble des références qui ont été utilisées sont celles d'Albert Rotol. Albert Rotol, c'est un bonhomme qui a publié un livre qui est le livre d'anatomie le plus vendu au monde, où il a résumé l'anatomie micro-chirurgicale et les approches micro-chirurgicales. Je suis d'accord avec vous, ça n'en posait problème la bibliographie, les références bibliographiques, parce que quand on trouve un article publié en 1936, vous savez qu'en 1936, il n'y a pas de respect de la méthodologie de Vancouver. Donc, comment arranger selon Vancouver? La majorité des références ont été évidemment, nous avons respecté, évidemment, la hiérarchie, comment faire ces références. Mais dans certains articles, soit on ne trouve pas la page, soit on ne trouve pas la revue où elle a été publiée. Donc la difficulté, je vous explique la difficulté résidait en ça. Après, il y a quelques décalages techniques, j'avoue, mais je les ai consignés déjà. Par rapport aux questions, première question, je pense que vous m'avez parlé de l'épidémiologie du méduloblastome, astrocytome et épendymome. Vous savez, la question de l'épidémiologie, deux thèses déjà en Algérie qui ont été faites sur le profil et la chirurgie des tumeurs de la fosse postérieure. Monsieur Boussief, ici, par exemple, en 1986, il a fait sa thèse sur le profil et la chirurgie des tumeurs de la fosse postérieure, notamment du quatrième ventricule. Récemment, il y a aussi, ça descend des statistiques déjà nationales, il y a le professeur Garbouz aussi, il a fait tumeurs de la fosse postérieure dans la population pédiatrique. Déjà, on a deux référents nationaux, sans compter les... c'était pas le but de mon travail. Le but de mon travail, c'est de montrer, c'est-à-dire l'approche télovélaire et son apport. Pas l'épidémiologie de l'histopathologie des tumeurs du quatrième ventricule. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne me suis pas attardé. D'ailleurs, vous m'avez fait la remarque lors de la présétence de réduire le maximum la partie éthiopathogène. Et quand j'ai réduit, c'est normal qu'il y aura une disparition du profil épidémiologique particulier des tumeurs de la fosse postérieure. Maintenant, mes chers maîtres, ils ont eu une astuce mnémotechnique. Comment retenir la fréquence de ces trois tumeurs dans la population pédiatrique? C'est Maheu, Am, c'est-à-dire selon les tranches d'âge, de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans et de 6 ans à 9 ans. C'est cette astuce mnémotechnique qui nous permet de mémoriser évidemment la fréquence selon des âges bien précis. Mais ce n'était pas le but de mon travail, de répartir la fréquence selon l'âge. Population pédiatrique, je suis d'accord, en général, de la population adulte, mais par tranche d'âge, ça n'a pas été demandé préalablement. La deuxième question, c'était par rapport... Oui, question qui pose quand même toujours des problèmes. Comme on a eu plusieurs... on remercie le professeur Ahmed pour sa collaboration interservice. Évidemment, c'est dans ce service généralement qui sont gérés les méningites post-op. Ces 3 patients qui ont présenté une méningite post-op lors de la chirurgie de la fosse postérieure, c'était suite à une fuite du LCS. Vous savez, quand on ne ferme pas d'une façon étanche, ou parfois même si on la ferme d'une façon étanche, en post-op, il y a des surprises. Donc c'était des méningites lymphocytaires à 100 éléments, 50 éléments. Dans ces situations, on n'enlève pas la valve. On traite directement sur matériel. D'ailleurs, c'était des patients qui n'ont eu que 10 jours de traitement médical. Donc on n'a pas eu à recours à enlever ce matériel. On n'a pas eu de méningite chez les patients chez qui on a fait une VCS. Donc dans notre série, les 8 malades chez qui on a fait une VCS, pas de méningite. Mais les 11 cas où on a fait de valve, je l'ai placé de valve, on a eu 3 cas de méningite, mais suite à une, évidemment, fuite du LCS. La 4e question, concernant l'évolution post-opératoire. Concernant les décès, je pense que j'ai insisté quand j'ai présenté les diapos par rapport au 4e cas. Les 2 premiers cas, patients en préopératoire, atteinte des nerfs mixtes. Atteinte des nerfs mixtes, ça sous-entend pneumopathie d'inhalation,
trouble hémodynamique, patient opéré en post-op, pas d'amélioration. 2 cas ont été extubés en post-op immédiat, mais réintubés à 1 semaine de l'intervention. Ils sont restés intubés, ventilés, d'ailleurs ils sont décédés à 30 jours post-op. Le 3e décès, c'était un enfant dont l'histopathologie qui a été faite chez M. Bilarbi était un lymphome de Burkitt. C'est très rare. C'est un cas qu'on a présenté dans plusieurs congrès étrangers. Il est décédé pendant la chimiothérapie. Il a été opéré. D'ailleurs, on n'a pas fait d'exercice total, ce n'était pas indiqué de faire l'exercice total. Chirurgie réductrice décompressive, ça a été fait dans quelques jours. Et le patient adressé en chimiothérapie. Décédé entre le 2e et 3e mois post-op. Le 4e décès, c'est le patient que j'ai présenté, qui a eu une récidive, une reprise évolutive d'un hypondymome anaplasique au 18e mois post-op, avec une atteinte des nerfs mixtes, évidemment, qui a été repris, qui est resté intubé ventilé, et est décédé à 1 mois, donc à 19e mois post-op. Donc, sur 40 mois de recul, les 4 décès, 2 à 1 mois post-op, 1 au 3e mois, le 4e, c'est au 19e mois. C'est après sa reprise chirurgicale. Je vous remercie pour vos questions. J'espère que j'ai été à la hauteur de vous attendre. Vous voulez reprendre la parole, madame? Merci. Une autre question, par rapport à la bibliographie, l'ancien, vous l'avez bien rédigé, hein, la place, là où vous l'avez mise, c'était pas sa place. J'ai compris. Voilà, c'était pas, mais sinon vous les citez, vous avez le droit de les citer, mais pas où vous l'avez mise, ça c'est pas le positionnement de la référence. Maintenant, la question, par rapport à la taille, vous avez parlé de la taille de la tumeur, inférieure à 4 cm, plus de 4 cm. Est-ce que la taille de la tumeur a conditionné votre geste opératoire? Monsieur le Président Digeli, je peux répondre? Merci. Vous savez, la taille tumorale, évidemment, conditionne la stratégie d'exérèse tumorale, évidemment. Et généralement, l'état préopératoire du patient, il est corrélé au volume tumoral. Un patient qui a eu une tumeur de 2 cm, parfois elle est asymptomatique, un léger syndrome statique. Mais quand on a une volumineuse tumeur qui occupe tout le plancher du quatrième ventricule, d'ailleurs, dans la série, j'ai dit qu'il y a eu 5 cas admis avec des troubles de la conscience. D'accord? Donc, évidemment, ça conditionne. Néanmoins, pourquoi 4 cm? L'ensemble des articles que j'ai affichés tout à l'heure, ils ont pris ce chiffre 4 cm. Vos tailles tumorales 4 cm. C'est pour ça que j'ai dit, nous avons eu une série de patients qui ont 55% de taille tumorale supérieure à 4 cm et inférieure à 4 cm dans 45% des cas. C'est les chiffres de la littérature. Ce n'est pas un paramètre que j'ai pris juste au hasard. D'ailleurs, je présume que vous l'avez vérifié notamment dans la série de Tomasello, dans les 2 articles 2015-2016, où il a parlé du volume tumoral, justement. Merci. Merci, M. Servet. Moi, j'aimerais bien faire un commentaire à ce sujet, même si la parole ne me revient pas tout de suite. L'histoire du volume tumoral, d'abord, il faut savoir que dans les tumeurs des ventricules, souvent les malades arrivent avec des tumeurs géantes, parce que la tumeur ne comprime absolument aucune structure nerveuse, elle grossit allègrement, et puis un jour, taf, elle bloque le liquide céphalo-rachidien, et c'est la catastrophe. Mais le volume tumoral, à mon avis, ne joue pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à faire le travail sur les médullos, avec VCS, biopsie et radiochimiothérapie, des tumeurs grosses comme ça, fondées au bout de 2 mois. J'ai des documents, je les ai montrés en congrès. Donc c'est pas la chirurgie qui va enlever la tumeur. Et puis les détracteurs nous ont dit, oui, pourquoi vous n'enlevez pas les tumeurs? Pourquoi vous n'opérez pas? Et j'ai dit, écoutez, ceux qui ont opéré le plus de médullos dans ce pays, c'est nous. Et je ne veux pas opérer un enfant qui est venu, qui a vomi pendant des mois, qui est cachectique, qui a des troubles hydroélectrolytiques, qui est venu en opistotonose, il me dit de l'opérer. Mais opérer un médulloblastome, c'est quoi? Je vais être caricatural. Il faut fermer les yeux et mettre un suceur dans la tumeur. C'est une tumeur friable, molle, qui vient au suceur. Mais si donc, pourquoi vous n'opérez pas le médullo? Mais nous, on ne s'adresse pas à la tumeur, à la masse.
On s'adresse à un génie tumoral. C'est ça qui est différent. Donc, pour résumer, à mon avis, le volume, c'est des tumeurs qui prennent extrêmement de volume dans les ventricules. Si vous voyez des tumeurs dans les ventricules latéraux, elles arrivent à prendre la moitié de l'hémisphère. Dans la fosse postérieure, un peu moins, parce que la fosse est plus petite, mais le volume tumoral n'est, à mon avis, pas, c'est pas ce qu'on dit toujours dans la littérature, mais à mon avis, à moi, le volume tumoral n'est pas un facteur déterminant. Voilà. Cette parenthèse étant fermée, on va passer au... Est-ce que monsieur le directeur de thèse veut rajouter quelque chose? Je prends la parole maintenant. Bien sûr, pour ces points précis que vient d'évoquer madame Ahmad. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai eu la parole précocement. Habituellement, le directeur de thèse intervient à la fin. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour présider ce jury. Je rappelle que le professeur Bouyous lui-même était mon directeur de thèse, c'est mon maître et mon directeur de thèse. Et aujourd'hui, il nous assiste pour diriger notre thèse. Vous voyez, c'est ça la continuité. Génération. Troisième. On est dans la même génération pour ne Je pas... ne suis pas si vieux que ça. Donc, je remercie mon ami professeur Belarbi, qui est un ami à la fac de médecine de l'université de Béjaïa. Je remercie professeur Ahmed, collaboratrice directe à la faculté de médecine et au CHE. Je remercie mon ami Mohamed Abou Jabel, un ami de longue date, neurochirurgien de qualité humaine et professionnelle. Je vais compléter les réponses de Karim Izelwel par rapport au questionnement de professeur Ahmed. Donc, je vais intervenir sur 4 points. 4 points. Le premier, c'est vrai, il est classique de s'étonner où on est habituellement, on attend et on s'attend à des publications récentes comme appui et comme référence bibliographique. Et on est toujours un peu fier et satisfait quand on voit la dernière publication 2019 ou la publication de la veille avant la soutenance. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre situation. Et citer des publications de 1909 de Harvey Cushing, qui est le père de la neurochirurgie, parce que c'est l'histoire qui se trace, la neurochirurgie est une spécialité qui n'existait pas à part entière. C'était une spécialité qui faisait partie des autres disciplines de la chirurgie générale, de la neurologie, et c'était des neurologues, des psychiatres qui opéraient, depuis l'arrivée de Cushing et un certain nombre donc de pionniers de cette spécialité. C'est une discipline qui s'est détachée. Et là, c'est l'histoire, c'est le début de l'histoire. Et c'est les premiers pas de la spécialité, et c'est les premiers pas de ces pathologies. Et moi, je vous renvoie encore l'ascenseur. Je vous dis que parler des publications et citer Cushing est plutôt un point fort dans cette thèse. C'est pas un point faible. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé des références récentes, alors qu'il y a des références de 2019. C'est parce que on a ratissé, donc on a fait un ratissage très fin, au peigne fin, pour voir toutes les publications, tous les travaux qui ont commencé depuis la naissance de cette spécialité. Donc Cushing, d'autant plus que les travaux n'existent pas de façon facile, on ne les trouve pas de façon facile. Donc parler de Cushing, Harvey Cushing, parler de Walter Dandy et des autres auteurs, c'est une évolution naturelle des idées et c'est plutôt, à mon avis, si vous permettez, Monsieur le Président, à mon avis, c'est normal que je défends, mais je défends en toute intégrité, c'est plutôt un point fort de ce travail. Et je le partage. Merci. Je ne suis pas contre vous. Hein. Deuxième complément de réponse, dans la page 158, par rapport parce que donc mon candidat, Karim Izelwel, n'a pas parlé des décès dans l'évolution post-opératoire à 12 mois. Il n'a pas parlé de décès parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, justement, de l'évolution, parce que les décès ne rentrent pas dans l'objectif
principales ou dans les objectifs secondaires de cette thèse, sachant que l'objectif était principalement une approche, une nouvelle approche, une autre approche dans les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, et quelles sont les conséquences et quelles sont les complications. Donc il y a la première conséquence, c'est le décès, les décès opératoires en relation avec la technique directe et non pas en relation avec la nature histologique de la tumeur. Le premier, c'est la mortalité post-opératoire de J1 ou de J0 jusqu'à J30. Ça a été bien élucidé. La deuxième complication, c'est les complications neurologiques dont on parlait, les troubles neurocognitifs, le mutisme akinétique connu et les autres complications transitoires. Effectivement, nous avons trouvé qu'il y avait des complications transitoires à type donc de syndrome statique, de troubles neurologiques, de syndrome cérébelleux, mais c'est des transitoires. Et quand on a une complication transitoire, on est inquiet. Comment ça va évoluer? Et le but, c'était, au contraire, encore une fois, c'est bien de revoir les complications à distance. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est des complications qui s'enfoncent? Ou bien que c'est des complications qui disparaissent? Et dans le cas de cette approche, c'est des complications qui ont diminué, voire elles ont disparu après quelques temps. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Le troisième point, oui, c'est le pédiatre, bien sûr, qui intervient et qui connaît très bien les tumeurs de la fosse postérieure. On a toujours appris à nos étudiants que les tumeurs les plus fréquentes de l'enfant en sous-tentoriel, c'est le méduloblastome, et les tumeurs les plus fréquentes chez l'enfant en sus-tentoriel, c'est le crânio-pharyngien. Et là, le médulo juste après l'astrocytome. Si l'intérêt de ce travail était de parler des tumeurs cérébrales, des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure chez l'enfant, donc là, il faut décortiquer pour parler de chaque tumeur à part entière, etc. Mais nous, le but pour ne pas justement, pour être droit dans l'objectif, le but c'était une technique opératoire. On peut rajouter, peut-être ça c'est un peu la présoutenance, donc je suis d'accord avec le professeur Ahmed, on peut rajouter un tableau, on va détailler les méduloblastomes chez l'enfant, quel est le pourcentage des médulos, quel est le pourcentage des astrocytomes. Mais je rappelle, j'insiste, si vous êtes d'accord, que ce n'est pas l'objectif de ce travail. Parce qu'un travail de thèse, il y a beaucoup de collègues maîtres assistants qui vont soutenir, on rappelle qu'un travail de thèse, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas un monument, on n'invente rien, on rajoute une pierre, on répond à une question. C'est la technique de l'entonnoir, on commence par beaucoup de questionnements, par des questionnements, pour répondre, pour tenir une seule question, et on essaie de répondre à une seule question. Si on s'éparpille, on perd l'objectif. Donc encore une fois, pour recentrer, l'objectif de ce travail, c'est de parler de la technique de cette approche télovélaire dans les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. La nature histologique n'est pas un objectif principal, le sexe ratio n'est pas un objectif principal, mais tout ça, c'est des apparentés, c'est une étude globale où on est obligé de parler d'eux. Le dernier point, la taille, est-ce que la taille conditionne le geste? Le professeur Bouyus a répondu. Et puis là, j'aimerais bien poser une question à mon ami professeur Ahmed. Est-ce qu'on parle du geste ou de la technique? Est-ce que dans la question, est-ce qu'on dit que la taille conditionne-t-elle le geste ou conditionne-t-elle la technique? Je vais répondre. Le geste, est-ce qu'on est obligé d'opérer une tumeur de la fosse cérébrale postérieure ou pas? À ciel ouvert, selon les techniques classiques. Bien sûr, on l'a bien vu dans le travail que dans 24% des cas, on n'est pas obligé d'opérer. Il y a d'autres techniques de biopsie, de radiochimiothérapie. Mais nous, on parle de technique encore une fois. La taille, est-ce qu'elle conditionne le geste ou la technique? La taille conditionne le geste selon les normes, mais la technique, elle est universelle. À chaque fois que le geste est posé, à chaque fois que l'indication chirurgicale est posée, nous, on souhaite, à travers ce travail, à travers cette thèse, prioriser la voie télovélaire. Ça veut dire, je vous ai dit en langage très simple, quand on a une tumeur de la fosse cérébrale postérieure qui nécessite un acte opératoire, on invite tous les neurochirurgiens à opérer ces tumeurs par voie naturelle, qui est la voie naturelle, c'est-à-dire sans incision, sans inciser le cerveau, par voie naturelle, à travers une voie naturelle, on priorise donc la voie télovélaire. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Bien, moi juste un petit commentaire. Il faut dire que l'algorithme qui a été présenté, c'est l'algorithme que nous avons défendu et qui est une idée nouvelle. C'est une idée nouvelle parce qu'il y a 7 ou 8 ans, quand on a proposé qu'il ne fallait pas opérer les tumeurs, le médulloblastom, tous les grands neuro-oncologues du monde entier ont crié au loup. Comment s'appelle l'oncologue pédiatre de Toronto? Il a écrit à Bouzid, il a dit il n'y a pas de traitement du médulloblastom sans chirurgie. C'est un dogme de quoi, c'est quoi ça? Mais la science est en perpétuel renouvellement, et c'est une idée qui a fonctionné, et aujourd'hui, de plus en plus, les gens reviennent à ça. Heureusement que l'équipe d'oncologie du professeur Bouzid a marché avec nous, on les a assez convaincus pour dire qu'il ne faut pas tout opérer, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Et donc, c'est une idée nouvelle qu'il faut cultiver. C'est à vous maintenant le flambeau. Défendez cette idée, nos médias, et voilà dans mon spécial, qui travaille sur